Alors, donc là, aujourd'hui, on va essayer de trouver une autre approche du désir et de la demande. Alors, si je vous dis la phrase suivante, bah viens, je t'offre un verre, viens donc, je t'offre un verre. Qu'est-ce que vous notez? Est-ce que vous notez quelque chose dans cette phrase? C'est un impératif sympathique, je dirais. C'est un impératif mais sympathique. Il y a un double sens. Qui n'impose pas à l'autre d'obéir. Bon, et toi tu dis un double sens, et puis... Verre. Pas de réponse. Ah oui, un verre. Non, non, Les verres bon. quoi? Non, mais... Verre, bon, d'accord. Voilà. Bah, l'essentiel nous échappe automatiquement, c'est que la question, je l'ai posée 2 fois. Je l'ai répétée. Viens que je t'offre un verre, viens donc que je t'offre un verre. Je l'ai dit 2 fois. Et c'est automatique. C'est automatique, dans bien des cas, on dit les choses 2 fois. Lorsqu'il y a une demande, on la dit 2 fois. Alors qu'on sait bien que l'autre n'est pas sourd. Mais, bon, enfin, non, mais même si l'autre n'est pas sourd, on a tendance à le dire 2 fois. Et donc, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on se sent obligé de formuler une demande 2 fois? Et puis, par exemple, mais ça c'est très général, par exemple, si vous écoutez du blues, justement, on en écoutait là ce week-end au New Morning, quand on écoute du blues, la plupart du temps, que ce soit Nina Simone, Lightning Hopkins, enfin la plupart, et justement pas celui qu'il a présenté qui était Muddy Waters, Oui. justement, une particularité, la plupart du temps dans les chansons de blues, c'est que chaque vers, on va dire, est dit 2 fois. Oui, mais la plupart du temps, c'est 2 fois. Tu remarqueras, si tu écoutes des gens comme Lightning Hopkins, ils répètent la même phrase 2 fois. Amusant. Un autre exemple que je trouve assez rigolo, qui est l'appel de la prière des muezzins. L'appel de la prière, moi je parle évidemment, je ne connais pas du tout l'arabe, mais néanmoins, en écoutant la prière, eh bien chaque verset, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, chaque phrase est dite 2 fois. Sauf la dernière. L'avant-dernière et la dernière sont des phrases différentes. Mais autrement, chaque phrase est dite 2 fois. C'est amusant quand même. Alors, donc, et puis je suis sûr qu'on peut prendre comme ça plein d'exemples où alors qu'est-ce qu'il y a de particulier quand je dis viens je t'offre un verre, mais viens donc je vais t'offrir un verre, il y a une demande. Hein, une demande. Dans la phrase du blues, il y a aussi une demande de partager un malheur, par exemple. Hein. Évidemment, dans l'appel du muezzin, il y a une demande. Donc, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, donc, qui est que à demande est associé le 2, la répétition. Alors, on peut dire peut-être que ce 2 justement correspond à une nécessité dans le cadre de la demande, comme si celui qui demande sait que ça ne va pas être compatible avec le désir de l'autre, s'il n'y a pas le 2. Je ne vais pas toucher ton désir si je ne dis pas les choses 2 fois. Donc on peut dire qu'il y a comme ça peut-être un savoir qui sait un peu comment s'articule la demande et le désir de l'autre, à savoir qu'il faut qu'il y en ait 2 pour qu'il y ait du désir. Alors, donc est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a comme ça quelque chose qui s'enlace entre la demande
est-ce qu'on essaye de toucher au niveau du désir de l'autre, mais qu'il y a une espèce de savoir que ça colle pas, et qu'on se sent obligé de le dire 2 fois. Alors, ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est comment on peut représenter ou écrire, avec quel objet peut-être topologique, on va pouvoir écrire ce décalage entre demande et désir. Alors, il y a d'autres façons de... On va voir si ça converge au bout d'un moment ou pas. Hein. Je me disais que... Regardez cette phrase célèbre de Carmen. Hein, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, prends garde à toi. C'est exemplaire quand même comme énonciation. Si tu ne m'aimes, on peut voir là comment s'articule à nouveau demande et désir. Hein. Si tu ne m'aimes pas, eh ben ça va susciter ma demande d'amour et donc moi je t'aime dans ce cas-là. Mais par contre, si tu m'aimes, tu me déçois et à ce moment-là, prends garde à toi. Alors, maintenant, si on veut faire un raccourci saisissant entre le début d'une analyse et la fin d'une analyse, et si on veut la terminer sur une phrase célèbre de Lacan, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un analysant qui commence va dire souvent je te demande d'accepter ce que je t'offre parce que c'est moi. Hein, je te demande d'accepter ce que je t'offre parce que c'est moi. Et du coup, je le dis 2 fois à nouveau. Hein. Et quand même, là, on voit que l'écoulement du temps de l'analyse peut amener à cette phrase de Lacan hein, qui dit je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Je te demande de refuser ce que je t'offre, hein, donc dans ma demande, parce que c'est pas ça. Il faut que tu la refuses. Voilà. Est-ce qu'on peut pas dire que justement il y a là tout le processus du jeu entre la demande de l'analysant et le désir de l'analyste. Hein. De ma place de début d'analysant, je te demande d'accepter ce que je t'offre parce que c'est moi qui souffre et c'est moi qui viens te demander. Hein. Et d'ailleurs, je vais être frustré si tu me refuses ce que je te demande d'accepter. Mais pour permettre à l'analysant, pour faire que pour l'analysant, l'analyste devienne un déchet, enfin quelque chose qu'on peut laisser pour poursuivre en dehors de l'analyse, eh bien, on tombe sur cette phrase de Lacan, hein, je te demande de refuser ce que je t'offre. Parce que c'est pas ça. Je sais bien que si je suis dans on le sent à la fin de l'analyse, que quand on a une demande hystérique vis-à-vis de l'analyste, eh ben on est quand même assez satisfait qu'il veuille bien reconnaître que cette demande est du domaine de l'hystérie et qu'il s'agit pour l'analyste de la refuser. Et que s'il refuse de la refuser, eh bien l'analysant acquiert finalement du savoir sur l'analyste au point qu'à un moment donné, l'analyse devient impossible. Si tu acceptes ce que je t'offre, eh ben c'est que tu n'es pas en position d'analyste.
c'est que tu es en position de te laisser séduire par ma demande. Et qu'on va s'enlacer dans quelque chose qui n'est plus dans le domaine de l'analyse, en fait. Bon, alors, c'est là où ça devient compliqué. Comment rendre compte, comment décrire ce phénomène bizarre d'une demande qui échoue parce qu'elle est double, parce qu'elle se double afin de s'approcher du désir. Comment le représenter le plus simplement possible ? Ce qu'il faudrait, c'est que, du point de vue de la demande, on aperçoive une structure qui est double, mais que du point de vue du désir, on voit une structure qui est simple. Hein, c'est comme ça que se pose le problème. On peut le poser comme ça. Hein, on va essayer de l'écrire comme ça. On va poser le problème comme ça. Ah, alors là, on a des crayons qui ne sont pas bons. Celui-là, qu'est-ce qu'il dit ? Ça ne marche pas non plus. Celui-là, il va marcher. Alors, comment on pourrait poser le problème ? Donc, la demande elle est double et le désir il est simple. Donc comment articuler ces deux comment présenter cette équation, on va dire. Pourquoi est-ce que le désir est simple ? Il est 1, disons, alors peut-être pas simple, il est 1. C'est-à-dire que dans les exemples que j'ai donnés avant, si je veux attraper le désir de l'autre, eh bien, je m'aperçois que spontanément, je vais faire une énonciation double. Si je dis viens prendre un verre, allez viens donc prendre un verre, c'est pas 2 verres qui vont être pris, c'est un chacun, disons. C'est-à-dire que je m'attends, pour que je m'attende à ce que l'autre dise oui, je suis amené à le dire 2 fois pour attraper, pour voir ce qu'il en est de son désir. Et lui va dire ok, oui ou non. Enfin, il y a une disparité. Il y a une disparité, et l'exemple que je donne au niveau de l'analyse, si tu acceptes ma demande, eh bien, tu n'es pas dans le désir de l'analyste. Par contre, si tu la refuses, donc ça fait 2 fois là aussi. Combien de fois ça arrive en analyse que on formule une demande, l'analyste la refuse et on est amené à la reformuler un peu différemment, ce qui permet de voir une autre perspective de cette demande. Et qu'est-ce qui permet ça ? C'est le fait que l'analyste a refusé de répondre à la demande. S'il accepte la demande, il y a un processus de folie à 2 à ce moment-là, au lieu d'entrer dans un processus analytique. Ce qui fait que l'analyste tient la position de l'analyste, c'est précisément parce qu'il refuse. C'est comme si l'analyste disait « Eh ben, reformule-moi ça autrement.
Et entre les deux formulations, entre les deux énonciations, il y a de la frustration. Quitte à, par exemple, à couper la fin de la séance. Et puis d'attendre la semaine suivante pour reformuler la demande autrement. Pour que ça vienne toucher le désir, regardez si on prend les exemples des lettres d'amour. Regardez le déluge de délicatesse de l'amour courtois, qui là aussi va formuler, puis reformuler, et à nouveau reformuler, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui vienne susciter suffisamment le désir de l'autre pour que ça se noue, s'enlace, justement, pour que l'enlacement ait lieu. Alors, comme tu disais tout à l'heure, peut-être effectivement, 2 ça ne suffit pas, peut-être qu'il faut plus que 2, mais disons que 2 c'est peut-être un minimum. Hein? D'ailleurs, quand on connaît ou qu'on suit les paroles d'un blues, eh bien, effectivement, à la deuxième formulation, on est capable souvent de chanter avec le chanteur. Parce qu'on a attrapé sa phrase et on sait qu'il va la répéter et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose qui se conjoint entre l'auditeur et le chanteur. Le nourrisson va crier, la mère va lui dire qu'est-ce que tu veux. Oui. Va se demander qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu veux, va supposer une demande, là, elle se crie. Là, elle va dire t'as froid, t'as faim, donc je vais te donner je vais te donner à manger, mais elle va supposer donc c'est à la demande supposée du nourrisson, ça va engendrer le désir de la mère de s'occuper de lui ou de lui répondre. Oui. Et ça leur attend l'étape d'après, c'est que l'enfant, elle va lui demander de se laisser nourrir. Et le fait qu'il veuille se laisser nourrir, enfin qu'il accepte de se laisser nourrir, ça va susciter le désir de la mère de le nourrir. Est-ce que c'est cet enlacement-là qui... Oui, voilà, oui. Entendu, oui. Oui, c'est une façon de dire, oui. Et donc il y a en fait deux demandes, mais là c'est là où le désir de l'un vient engendrer le désir de l'autre. Enfin, la demande de l'un vient engendrer le désir de l'autre. Vient se nouer. Oui. Mais ça, c'est entre mère et enfant, on peut le dire comme ça. Donc dans ce que tu dis par rapport à l'analyste, c'est l'analyste qui va dire non, et c'est ça qui va engendrer le cycle des demandes qui viennent à choper à chaque fois et se reformuler. Oui, et jusqu'au moment où effectivement l'analyste va dire oui, c'est ça, justement, parce que justement à ce moment-là, l'analysant arrive à toucher le désir de l'analyste. Quand l'analyste est dans une beyaung, en fait, est dans une affirmation de ce qu'a dit l'analysant, c'est bien qu'il y a quelque chose qui a été touché au niveau du désir de l'analyste. Sinon, il n'aurait rien dit, l'analyste. Bon. L'analysant formule une demande à laquelle l'analyste ne répond pas. Cette demande nécessite d'être reformulée. Si elle est reformulée d'une façon où l'analysant comprend que sa demande était hystérique et que à travers cette demande il s'agissait d'avoir un élément de direction de conscience ou de suggestion de la part de l'analyste, et bien à ce moment-là il reformule et à ce moment-là, comment dire, c'est quelque chose qui me paraît important, hein, si on place, si tu veux, l'analysant ici et l'analyste ici. Bon,
Ce qui se joue ici, c'est dans le cadre de la demande de l'analysant, qui est dans le transfert. Hein, il dit aime-moi, j'ai une demande qui est quand même une demande vachement intelligente, je souffre, je te demande d'accepter ce que je t'offre parce que je t'offre du symptôme, et accepte-les parce que c'est moi et que je souffre et que tu as toutes les bonnes raisons d'accepter ça. Si l'analyste accompagne dans le même sens l'analysant, eh bien, il se place il y a une régression dans le sens d'une suggestion, où on est tous les deux sur le même bateau, on s'entend bien, et donc on s'entend mal. Par contre, là, si on peut dire qu'à travers cette demande, le désir de l'analyste n'est pas touché, puisque c'est la demande de l'analysant. Et il va lui renvoyer peut-être un silence. Et donc, parce que lui, son désir d'analyste, son désir sa conception de la direction de la cure, elle est ailleurs. Et c'est en refusant cette offre qu'il permet à l'analysant de reformuler et d'entendre que sa demande était vaine. C'est une façon d'entendre la vanité de la demande. Est-ce que c'est pas par rapport au fait que la certitude inclue dans la demande qui est en fait atteinte? Voilà. Le fait qu'elle ne soit pas entendable telle qu'elle, oui. Elle amène à d'autres paroles, puisque ça ne va pas de soi. Tout à fait. Tout à fait. Ça permet de renvoyer une dimension de vanité, quoi. Que c'est vain. Alors, une réponse à ce problème, c'est bien sûr, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça que Lacan nous l'a décrit. Il nous dit, eh bien, ce dédoublement de la demande par rapport au désir, eh bien, on peut le représenter sur deux torts qui seraient enlacés, à condition de faire parcourir sur ces torts un chemin bien particulier. Si on fait parcourir sur ces torts un chemin bien particulier, eh bien, on peut rendre compte de cette particularité de la demande. Alors, je nous en ai fait un ici. Regardez ce tort qui est... oui, tu peux fumer, oui, bien sûr. Non, il n'y a pas une odeur de fumée, je ne sais pas. Alors, regardez ce chemin orange qui est sur ce tort. Si vous regardez bien ce chemin, si vous le regardez comme ça, bon, ça continue derrière, mais si vous regardez comme ça, le chemin orange, il fait un seul tour. Tu vois, si tu suis le chemin orange vu d'ici, ça fait un tour, ça fait un rond. Hein. Ça commence ici, par exemple, ça continue, vous voyez ici, ça va... Si c'était un élastique, ça ferait juste le tour, alors, ou autrement. Comment ? Non, mais si tu veux, non,
comment dire, je pouvais pas faire autrement. J'aurais voulu le dessiner sur un boudin, mais j'avais pas. Donc, si tu veux, ce qui est orange, il faut considérer que ça fait partie du vert, quoi. C'est-à-dire, c'est un dessin, c'est un chemin. C'est pas un deuxième objet, si tu veux, qui est posé sur le tore vert. C'est au tore enlacé qui fait rouler Attends, on n'en est pas là. Pour l'instant, non, mais tu vas trop vite. Pour le moment, on est sur un tore. Un tore, pour le moment, je dessine sur un tore. Et donc, le chemin que tu as dessiné? Donc, le chemin orange, c'est un chemin, hein, c'est pas un deuxième boudin qui est dessus, hein, c'est pour que ça se voit que je l'ai fait en orange. Le chemin orange, hein, je vais vous le dessiner après au tableau. Le chemin orange, si vous regardez bien, si vous le regardez comme ça, vous voyez bien que l'orange, il fait un tour. Hein? Qu'est-ce que tu appelles faire un tour? Bah, il a fait tout le tour. Regarde. Le tour, quand même. Non, il fait regarde bien. Il fait que dans ce sens-là. Hein, je te dire, tu le regardes comme ça. Je t'ai pas dit comme ça. J'ai dit comme ça. Sans la perspective. Sans la perspective, voilà. S'il était complètement, on va le dessiner, on va l'écraser. Hein. Regarde, si je l'écrase, donc j'ai vu de dessus, j'ai le tore qui est comme ça, et le chemin orange là, je le fais en bleu. Il fait comme ça. Volontairement, j'enlève les dessus-dessous, hein. Oui. D'accord? Il vient comme ça, il vient ici, il repart derrière comme ça, il vient ici, et il arrive ici. Pas d'accord? D'accord, pas d'accord? Mais c'est parce que, pourquoi est-ce que tu ne montres pas les c'est pour indiquer qu'il n'y a qu'un seul tour. Ça fait un seul tour. Ah ah. Moi, je trouve... Non, mais c'est très bien. Et justement, on est là pour discuter. Prends-le à la main, regarde. Oui, je vais prendre un peu. Mais le fait est que ce que tu as dessiné, ça ne correspond pas à ce qu'on voit. Si c'était transparent. Si c'était transparent. Oui, mais ça n'est pas transparent. C'est vrai, c'est pas transparent, mais là pour l'instant. Si c'était Parce que transparent, si on d'accord. rapproche ça, Si on voit c'était- qu'il y a deux tours. Quand même. Comment? Si on rapproche ça de là, Oui, mais là, regarde comment tu le tiens. Là, tu le tiens horizontalement. Moi, je dis on le tient verticalement. Après, on va parler de l'horizontal. Si tu le tiens verticalement, enfin comme tu pour le. moi, verticalement, il n'est même pas relié, si tu veux. Qu'est-ce qui est pas relié? Parce qu'on a deux morceaux. Mais non, pourquoi deux morceaux? Tu te rends pas C'est compte, mais c'est transparent, transparent. d'accord, c'est transparent. Non, je le présente transparent pour essayer de comprendre que ça fait un seul tour. Ça, faut arriver à le comprendre. Si on ne le comprend pas, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Justement, il faut pas prendre le temps qu'il faut. Tu oublies ma géométrie visuelle, en quelque sorte. D'accord, ça fait le tour du Voilà, exactement. cercle intérieur à ce moment-là. Il fait le tour. Il fait le tour du cercle intérieur. Exactement. Il fait un tour. Il fait un tour. Mais c'est tout. Hein? Il ne fait pas le tour du tore, mais il fait le tour du cercle intérieur. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement dit ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire, vu comme ça, le rond, la marque orange fait le tour du cercle intérieur. Fait un tour, comme je l'ai présenté ici. Premier point. Deuxième point, plus compliqué. Maintenant, on le regarde comme ça. Maintenant, on le regarde comme ça. Alors, maintenant, on va regarder combien de tours il fait. Alors, si on part d'ici, donc là, on est en haut. On passe en dessous, on repasse en haut, et on repasse en dessous, et on revient au-dessus. Il a fait 2 tours. Il a fait donc, comme tu as dit, un tour autour du trou central et 2 tours autour du trou, du boudin, quoi. Vous êtes tous d'accord ou pas? Bon. Je suis pas d'accord.
Tu pourrais nous le faire transparent? Alors, bien sûr. Donc si je le fais transparent, ça va se présenter comme ça. Ça se présente comme ça. Et donc là, il est ici. Là, il est transparent. Hein. Donc là, ça fait comme ça. Ça vient ici. Ça revient ici comme ça. Ça revient comme ça. Et ça revient comme ça. Hein, si je suis... Tu vois, ici, on est là. On descend. Ça passe derrière, mais on le voit parce qu'il est transparent. Il revient en haut ici. Il revient en dessous. Et puis ensuite, il vient rattraper celui-ci. D'accord ? Ce qui fait deux tours. D'accord ? Il fait deux tours. Deux tours, un tour. Donc... C'est deux tours, mais pas autour de la même chose. C'est autour, non, c'est autour, tu as raison. Tu as raison, il fait deux tours. Il fait deux tours autour du verre, autour de la matière du verre, quoi. Il fait deux tours. Il passe là, il repasse en dessous. D'accord ? Bon. Alors, comme vous voyez, c'est compliqué à parcourir ce truc-là. Et attends, on n'a pas encore présenté le deuxième, puisqu'on a parlé d'enlacement, il en manque un. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait verticalement un tour du trou intérieur et présenté horizontalement, il fait deux tours du trou extérieur? Voilà, oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Alors, de deux choses l'une, où on raisonne comme ça là-dessus, ou on fait plus compliqué pour simplifier. Alors, d'ailleurs, je vais essayer de le faire. Faut que je vous parle, donc on va faire un petit détour par un tout petit peu de topologie. Donc on oublie ça pour l'instant. Je vais vous parler du polygone fondamental. Désolé, hein. Excusez-moi. Ça veut dire que c'est pas de la topologie? Si, bien sûr que si. Mais là, j'essaye de coller, jusqu'à maintenant, j'essaye de coller au maximum à la clinique. Hein. On a dit, il y a un truc qui nécessite deux tours et quelque chose qui nécessite un tour. Bon. Mais on s'aperçoit qu'on est assez emmerdé pour le représenter parce qu'on a cet objet-là et que c'est compliqué puisque on est obligé de le faire circuler, on est obligé de discuter. Ah bah oui, mais c'est pas comme ça. Est-ce qu'il est transparent, pas transparent ? De passer par le polygone fondamental, c'est une façon de formaliser ce que je viens de dire. Mais ça nécessite un petit effort d'abstraction. On va le faire directement sur le tore, parce que le polygone fondamental, c'est une façon mathématique, disons, de représenter toutes les surfaces. Mais comme on est vachement doués tous, on va directement s'occuper du tore au lieu de s'occuper de la sphère et d'autres choses plus simples. Alors, regarde donc. Là, on oublie pour l'instant la psychanalyse. Hein. On va regarder ce que... Bon, je dessine un tore. Ok. Alors, sur ce tore, je vais m'amuser à le découper. Alors, si je le découpe, ce tore...
je vais le prendre avec une paire de ciseaux. Et d'ailleurs, vous allez voir, après je vais essayer de le faire avec ça. On va essayer de le faire, on va voir si on arrive. Je ne l'ai jamais fait, mais on va essayer. Il n'y a pas de vide dans le verre, là, à l'intérieur est-ce que c'est gênant? Ou alors il faudra l'aplatir. Ouais, on va l'aplatir. Alors, oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de trouver une, mais j'ai pas eu le temps. J'ai essayé de trouver. Je voulais faire ça dessiner sur une petite chambre à air, mais un vélo, souvent, c'est des grands ronds comme ça, c'est pas commode à manipuler. Pas mal aussi, c'est les bandeaux là qui font pour les filles. Ah ouais. Parce que c'est déjà, il y a des coutures en plus. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Alors, regardez, je voudrais le couper comme ça déjà. Donc, si je le coupe comme ça, je vais faire quelque chose comme ça. D'accord, je le coupe. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il va être coupé? Ça va faire un boudin. Hein? On est d'accord. Si je coupe le tore, je me retrouve avec un boudin. On est tous d'accord. Deuxième coupure, je vais le couper comme ça. D'accord? Je les coupe comme ça. Qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va me rester un carré. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on est d'accord. Un rectangle. Oui, ou un rectangle, pardon. Oui, oui, excuse-moi. Bon, effectivement, dès qu'on est dans le domaine de la topologie, les distances jouent pas. Tout est là, c'est comme de la pâte à modeler, on peut étendre. Donc un carré, un rectangle, même un disque, tout ça c'est pareil. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai coupé, quelle est la forme qu'il a pris? Ben, il a cette forme-là. Hein, on est d'accord. Donc maintenant, quand je vais le couper là, eh bien, ce qui va rester, bien sûr, c'est un rectangle. Hein? On est bien d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Donc j'ai transformé avec deux coups de ciseaux, j'ai transformé le tore en carré, en rectangle. D'accord? Tous d'accord là-dessus? Bon, alors maintenant, je vais quand même en profiter pour faire des marques intéressantes. Ici, par exemple, je vais dire, pour faire dans le même sens, comme j'ai toutes les raisons de me gourer, ici, je vais avoir une flèche dans ce sens-là pour la repérer. D'accord? Et puis ici, on va mettre deux flèches, comme ça on va les repérer. Alors, donc ici, je l'ai fait en bleu, mais normalement c'est en rouge, puisque c'est l'endroit où j'ai coupé. Et ici, normalement, c'est un carré qui est entièrement, on va le refaire à côté, pour respecter comme ça les couleurs, c'est un rectangle qui est entièrement rouge. Tout le monde est d'accord ? Bon, alors, là j'avais commencé par couper ici. Donc là, si ici j'ai une double flèche là, je vais la retrouver ici, ma double flèche, dans le même sens. Hein? Pour que ça corresponde. D'accord ? Ici, alors on va les mettre dans le même sens. Ici, j'ai une flèche qui est comme ça, n'est-ce pas? Donc je coupe là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais retrouver ma flèche qui est dans ce sens-là ici, et que je vais la retrouver ici. Et la double flèche qui était ici, je vais la retrouver ici. Est-ce que tout le monde est d'accord? Hein, pour repérer le sens de la coupure. Tout le monde est d'accord? Hein? Tes flèches, tes doubles flèches, elles sont pas dans l'autre sens? Elles sont pas la tête en Peu importe, le tout c'est qu'elles soient les deux dans le même sens.
Hein, parce que justement, si elles ne sont pas dans le même sens, c'est d'autres structures plus compliquées. Là, je les ai mises toutes les deux, elles sont toutes les deux dans le même sens, et là, toutes les deux dans le même sens. Et cette chose qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle le polygone fondamental. Donc là, on est passé de cette structure qui est un petit peu compliquée parce qu'elle est en 3D, enfin elle est plongée dans un espace de dimension 3, tandis que là, c'est une surface qui est plongée dans un espace de dimension 2, c'est sur le plan du tableau. Donc on va pouvoir... Alors, maintenant, là-dessus, je vais dessiner ça. Je vais dessiner ce qui est orange. Alors je vais reprendre une troisième couleur. Alors, comment on va le dessiner? Voilà, je le dessine là. Donc, on part ici. Ici, on va derrière. On parcourt derrière, on revient devant. On repart derrière et on finit devant. Voilà. Voilà. Tac, 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 voilà. Alors, donc ça, c'est la même chose que ça. D'accord ? Maintenant, l'idée, c'est de dessiner le chemin vert sur le polygone fondamental. Alors, on voit qu'ici, on a un point quadruple. Hein ? Bon, excusez-moi, je rentre dans le détail, hein, mais bon, ça vous convient. Bon, ici, vous voyez, ce point, il se retrouve ici sous forme de 2 points ici, et là, il se retrouve sous forme des 4 points, là. Hein ? Vous êtes tous d'accord ? Hein, là, j'ai coupé ici, donc, j'ai ce point nodal ici, qui va se retrouver, qui est dédoublé. N'est-ce pas? Et ensuite, quand je l'ouvre, il va être quadruplé. Pardon? Si on dit qu'on le coupe au milieu, ça fait des nœuds. Et même des quarts. Voilà, c'est ça. Mais ça, je m'en fous. Oui, non, mais oui, pour que ça soit bien clair. Absolument. C'est des quarts de point. Voilà. Mais c'est comme la multiplication des petits pains, c'est mieux que les portions de gâteau, en fait. Bon, alors, l'idée maintenant, c'est comment dessiner là-dessus. Je reprends le crayon vert. Alors, Alors, on va repérer des points. Vous voyez qu'ici, donc ici, ça va être un point où ça va être coupé. Ici, ça va être un point où ça va être coupé. Puisqu'ici, il y a le trait de ciseau, là. Donc, la ligne verte, elle va être coupée là et elle va être coupée là. D'accord ? Elle est coupée en 2 points, mais les autres points ne sont pas coupés puisqu'on franchit. Ce sont les 2 seuls endroits
où on franchit les lignes rouges, qui sont les lignes de coupure. Tout le monde est d'accord ? Ma ligne verte, elle part d'ici. On va la faire partir d'ici. Hein ? Et puis elle va aller franchir. Elle va aller jusqu'ici. Donc ici, c'est un point qui est sur la ligne rouge avec une flèche simple. On va la mettre ici au milieu, par exemple. D'accord ? Donc là, hop. Toujours d'accord ? Donc ce point-là, c'est ce point-là. Hein ? On va leur mettre des petites lettres, comme ça on va se repérer. Ici, on va l'appeler le point A, et ici le point B. Donc le point A, il est ici, et le point B, il est ici. D'accord ? Mais là, vous voyez que tout de suite, ça continue ça franchit la ligne rouge au même endroit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce point B, on va le retrouver ici, le point B. D'accord ? Hein, c'est au même endroit, puisque quand c'était refermé, on pourrait dire que le point B, il est ici. Hein. Si vous voulez, le point B, il est ici, et puis la ligne verte, elle franchit comme ça, quoi. Toc. D'accord ? Et puis après, une fois qu'il est allé au point B, il reste sur cette partie-là, il revient au point A. C'est bizarre parce que moi ça me donne. Ah, oui. Vas-y. Parce que si tu fais un trait droit, moi ça me donne l'impression que ça fait le tour du tuyau, j'ai envie de dire. Oui. Mais faire le tour du tuyau, ça veut dire que c'est le long de la peau, puisque le tuyau maintenant c'est un rectangle. Donc quand j'ai fait le tour du tuyau, j'ai une ligne. Mais je le voyais en diagonale, moi, là au-dessus, sur le tunnel, c'est pour ça que je comprends. Quoi, le fait que le trait est comme ça, en biais ? Oh, je l'ai mis n'importe comment, j'ai pas fait gaffe. Hein. Tu peux le mettre comme ça si tu préfères. Et peut-être comme ça. Hein. C'est ça que tu veux dire ? Non, c'est plus que ça. Oui, bien sûr, bien. C'est-à-dire que quand tu fais ça, ça me donne l'impression que le trait fait ça sur toute la hauteur du truc. Tu parles de quoi ? Du pointillé ? Oui. Ah, mais le pointillé, excuse-moi, ça complique les choses. Non, il n'existe pas, c'est simplement un point de repère. Ah, non, c'est pour repérer, c'est pour dire que ça se rapporte. C'est un point, ça se rapporte. C'est-à-dire que le point B, c'est un point double. Hein, puisque c'est là où j'ai coupé. Donc, il est là et il est là. D'accord ? Et ensuite, alors, n'oublions pas, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, c'est un point quadruple ici. Donc là, c'est A, là, c'est A et là, c'est A. Hein. Et donc, après, une fois qu'il est à nouveau en B, il retourne en A. Il faut que je prenne avec le stylo vert. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui reste marqué sur mon tore une fois que je l'ai étalé. Bon. Alors, est-ce qu'on est d'accord que si on raisonne là-dessus, c'est comme si on raisonne là-dessus. Hein ? En se disant, ah ouais, mais là c'est coupé, alors que dans la réalité, c'est pas coupé. Hein ? Donc,
il faut qu'on ait l'intuition ou la capacité de dire ah oui, mais quand je suis ici, ben ça se continue là, quoi. Puisque avant que ça se coupe, d'accord? Bon, et ben là l'essentiel du problème est réglé. Parce que si vous regardez bien maintenant, lorsque je parcours d'ici à là, et que j'essaye de rapporter la ligne verte sur cet axe-là, vous voyez que toc, 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 elle se rapporte une fois. Hein? Si je, vous voyez, hein? Regardez, quand là je suis en rapport, hein? Vous voyez, je parcours ici. Pardon, je vais trop vite. Comme ça. Ici, je continue puisque je suis là. Voilà, vous voyez que mon doigt, le doigt gauche, il a fait qu'un seul chemin. Ok? Maintenant, si je regarde dans l'autre axe, l'axe comme ça, regardez bien, qu'est-ce qu'il va faire mon doigt? Donc, il suit, hein? Vous voyez, il fait comme ça. Il vient comme ça, hop, il revient là, il fait 2 fois. Donc vous voyez que suivant, appelons ça l'axe des X, l'axe des Y, suivant l'axe des X, eh bien il y a un parcours de 1, pendant que sur l'axe des Y, il y a un parcours de 2. Donc j'ai réussi, par ce chemin qui est assez compliqué quand même, j'ai réussi à faire en sorte que le chemin se comporte différemment suivant l'axe des X et l'axe des Y. Or, ce qu'on a vu avant, c'est que j'ai pas violé de règles de topologie en découpant et en me rappelant que j'ai découpé. Alors, si on revient maintenant qu'on s'est bien fatigué sur la topologie, on peut revenir sur la psychanalyse. Eh bien, avec ce qu'on a dit, eh bien, on va dire que ça, l'axe des X, c'est ce qu'on va appeler l'axe du désir. Et l'axe des Y, on va appeler ça l'axe de la demande. Alors, avant de voir comment ces deux axes s'interpénètrent, je vais essayer, il y a 9 chances sur 10 que ça ne marche pas, je vais essayer de faire ça avec ça. Je vais récupérer un couteau. Alors, on va essayer. Alors, à quel endroit je vais couper? Bah si, on va essayer de couper là, puisqu'on a dit que c'était à peu près sur ce point-là. D'accord? Alors, on va d'abord le couper par la moitié. Hop. Voilà. C'est cruel, hein. On va essayer de le déplier. On va le déplier. Voilà. Là, c'est tout à fait expérimental, je ne l'ai jamais fait. Hein. Voilà. Donc là, donc on a notre boudin, d'accord. Et maintenant, bah, on va le couper. On va le couper en travers. Oui, c'est ça. On va l'ouvrir. On va essayer. Alors là, ce serait bien de voilà. On va commencer ici, puisque comme ça, on a le début et la fin. Alors, là.
C'est vrai que c'est important de manipuler quand même. Hein? C'est vrai que c'est important de manipuler. Ah bah c'est fondamental, sinon on va essayer d'ouvrir le... Oui, pour la piscine avec Jeanne Lafrance. Ah oui? Les dépôts en France, les enfants étaient curieux. Parce qu'ils avaient joué avec c'est joli. Ah, on aurait pu faire ça avec de la saucisse. J'y avais pas pensé du tout. De quoi alors? Voilà, oui, c'est... Alors, je vais essayer de l'ouvrir maintenant. Ça fait très opération chirurgicale. Ça fait opération. Si j'avais pas une photo à haute définition, je prendrais quelques photos. Une batterie. Il voulait le faire. Bah, il y aura le truc sur YouTube, hein, si vous pourrez toujours aller regarder sur YouTube. Alors donc là, je n'aurais pas le... Voilà. Donc là, alors regardez, voilà. Magie, regardez. Ah oui. Eh, sans déconner. C'est beau, hein? Ouais, ouais. C'est tout comme tu l'as dit. Ouais. Hein, regardez. Donc vous voyez bien, là, n'est-ce pas, que vous avez... alors, que je ne me gourre pas. Dans ce sens-là, donc non, on va le présenter pareil. Dans ce sens-là, sur l'axe des X, vous voyez que le chemin orange, il est parcouru une fois. Hein? Comme ça. Regarde, le chemin orange, Ouais. il se parcourt qu'une fois. Hein? Tu es d'accord ou pas? Si je reprends ce que j'avais fait tout à l'heure avec mon doigt, hein? Vous voyez qu'ici, je parcours le chemin orange. Donc là, vous voyez que je suis ici, je reprends ici, ça continue et j'arrive là. Mon doigt, il s'est déplacé qu'une seule fois d'ici à là. Vous êtes d'accord? Par contre, si maintenant je regarde l'axe des Y, regardez, je pars d'en haut, mon doigt, il va descendre. Quand je vais de là à là, il va descendre jusqu'en bas et puis il redémarre ici en haut. Et il redescend une deuxième fois. Vous voyez qu'il parcourt deux fois. D'accord? Donc on a bien trouvé une façon de présenter. Hein? Voilà. Comment dans un certain axe ça fait du 2 et dans l'autre ça fait du 1. D'accord? Je suis moi-même étonné que ça marche. Il faut le faire breveter. Ah oui, en plus, n'oublions pas que quand même en topologie, la monstration vaut démonstration. Hein. On n'est pas dans la géométrie euclidienne. Hein. Dès l'instant où on le montre, ça vaut démonstration. Hein. Alors qu'en géométrie euclidienne, on doit raisonner avec des figures fausses, hein, et on ne doit pas s'appuyer sur la figure pour faire une démonstration. Par contre, en topologie générale, comme cela, dès l'instant où on peut le montrer et qu'on ne viole pas les règles de la topologie, ça vaut démonstration. Hein, monstration vaut démonstration. Donc, voici. Alors, là, je ne vais pas le reconstituer. Donc, vous voyez, l'idée maintenant, c'est de se dire, mais ça serait quand même sympa parce que là, il y a un tort, mais on a plutôt dit qu'il y avait, si on le prend dans un certain sens, ça fait du 1, oui, et si on le prend dans l'autre sens, ça fait du 2. Mais pour l'instant, on voit qu'un seul tort. Ça serait mieux si on envoyait 2. Hein, c'est-à-dire que là, on a présenté d'une certaine façon ce qu'on peut appeler le tort de la demande, puisque vous voyez que ça fait un double chemin, mais ça ne serait pas idiot de l'enlacer avec le tort du désir. J'ai une question. Est-ce que ça, là, ton parcours autour du trou central, c'est la même chose que cette présentation-là?
Ah oui, mais non, mais là, je peux pas te dire. Moi, pour moi, c'est trop compliqué, ça. Parce que là, ton truc orange, ça fait ce parcours-là, en fait, non peut-être, mais pour moi, c'est pas ça. Non, mais pour moi, c'est pas. Non, mais justement, c'est trompeur. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait qu'il soit vrai. Tu vois, il aurait fallu que je le dessine. Tu vois. Tandis que là, ce que tu dessines, toi, ce sont deux consistances. T'as deux torts. Moi, là, il y en a qu'un. Et simplement, bon, il est écrasé dessus, quoi. Tu vois, il est orange, quoi. Il a un trait orange. Effectivement, ça pourrait toujours être intéressant. On pourra le faire à d'autres moments. Mais pour le moment, c'est pas nécessaire. Tu vois, on pourrait dire, oui, alors là, il y a un tort qui est le tort bleu, et sur ce tort bleu, il y a un autre tort qui est le tort vert. C'est ce que tu es en train de dire. C'est pas con. On peut en avoir besoin à d'autres moments. Mais pour le moment, je ne considère pas que c'est un deuxième tort qui est sur le premier. Je dis que c'est simplement une peinture. C'est une peinture orange sur un tort qui est vert. Ok ? Alors, voilà, tout frais du congélateur. Tout frais du congélateur pour que ce soit dur. Attends. Sortie du congélateur, voici l'enlacement du désir bien frais. Il est à moins 20 degrés, c'est du désir à moins 20 degrés. Ça fait bizarre, tiens, dans ce congélateur. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai figuré, si vous voulez, le deuxième tort. Alors là le tort de la demande, il est bleu. Désolé, hein, j'avais plus de. C'est pas la même couleur. Donc là, celui-ci, le bleu, c'est exactement la même chose que ça. Hein. Vous allez le prendre, vous allez le faire circuler. C'est bizarre, hein, c'est pas très agréable. Hein ? Écoute, je sais pas, ça fait un peu gras, je sais pas. Et l'autre, regardez l'autre. Si vous regardez l'autre, le tort vert, vous voyez qu'il fait un tour. Mais là, il fait un tour aussi. Il fait qu'un seul tour. Or, c'est très compliqué à faire, mais on pourrait appliquer l'orange. En le déformant suffisamment, on pourrait appliquer l'orange sur l'orange. Oui, d'accord. Vous voyez ? Voilà. Et donc, on a... c'est un peu dégueulasse. Tu auras testé. Attends, je vais prendre des... Ça suinte, le désir, ça suinte, c'est la demande. Donc, voilà. Donc... Tu pourrais nous dessiner l'autre livre. Alors, tu l'as ici en vrai, hein, ce sera plus commode, hein, mais... Hein, quoi moi j'aimerais bien, mais bon, je peux l'enlever. Faut la répéter pour que ça rencontre le désir. La question, c'est ça. C'est-à-dire que... En fait, c'est pour comparer, si tu veux, les deux trajets, voir... si tu veux, le deuxième trajet, c'est celui-là, en fait. C'est-à-dire que... Alors, voilà. On va raisonner à nouveau, parce que c'est vrai que c'est compliqué, étant donné que... Voilà. Quand on voit ça comme ça... Je comprends pas pourquoi ton empêchement par rapport au fait de... Je vais t'expliquer. C'est que là, ce qu'on voit, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup d'air entre. Tu vois, tout l'air qu'il y a partout. D'accord ? Alors qu'en fait, quand on raisonne enlacement, c'est un enlacement totalement intime. Tu vois ? À savoir que même l'extérieur communique avec l'extérieur. Et ça, je ne peux pas le faire là, parce que ça nécessite une succession de déformations continues.
Ce qui fait que même là, si tu regardes par exemple là, tu vas dire ah bah oui, mais là comment ça communique avec là oui. C'était pas ça ma question, c'était simplement me rendre compte sur le trajet du tort, ce que ça représentait comme parcours différent. Après conjoindre les deux. Eh bien tu l'as là, tu l'as ici. C'est ici le parcours différent. C'est-à-dire que dans ton enlacement. Tu vas avoir... oui, si, je peux te le représenter très facilement. Sur le tort. Non, sur le polygone fondamental. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi c'est gênant. Mais c'est pour une raison extrêmement simple, c'est que je ne sais pas le représenter comme il faut, parce que l'enlacement... Si je te fais un enlacement ici... Non, je te parle. Je comprends pas ce que... Tort, me montrer le trajet auquel correspond la ligne orange là, sur quel sur mais elle est déjà pas la même chose, mais c'est la ligne verte, mais ce sont deux tors différents. C'est un enlacement de deux tors. C'est la même ligne qu'il y a sur l'un et sur l'autre. Voilà, c'est ça. C'est ça. On le voit pas là parce que il y a de l'espace entre l'enlacement est pas intime. Oui, non, mais ça, d'accord. Et bien, c'est tout. Non, mais je pensais qu'il y avait un trajet différent. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que justement, tout ce qui est orange, c'est en continuité. Justement, c'est ça qui est intéressant. Et par contre, ça peut tout à fait se représenter directement sur le polygone fondamental. Et c'est même intéressant de le faire. Parce que à ce moment-là, tu vas avoir... Ça fait quelque chose comme ça. L'enlacement. Oui. On fait quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement, bien sûr, c'est quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de reprendre, puisqu'on a vu que c'était équivalent au polygone fondamental. Donc, on peut très bien prendre l'autre et lui il va être dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que alors putain il va le dessiner, ça va être putain donc l'autre il va être dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va avoir on peut avoir peut-être des choses comme ça. Par exemple. Non, d'ailleurs c'est faux. Non, sur l'autre, on va avoir quelque chose comme ça. Puisqu'il y en a un qui est du côté de la demande et l'autre du côté du désir. Puisque là on va rapporter, on rapporte ici ce qui est là. Vous voyez ? Et là on rapporte, il est déjà dessus. Donc voilà, c'est ça, effectivement. Donc là, vous voyez qu'on rapporte comme ça. Donc ça, on pourrait dire que c'est le polygone fondamental du tort de la demande, et ça, c'est le polygone fondamental du tort du désir. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'il y a le bleu, lui, il a un double parcours, n'est-ce pas ? Comme on l'a fait, alors que le vert, il a un simple parcours. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas être chacun pour l'autre, soit demande, soit désir, je ne sais pas comment ça se fait. La demande de l'un correspondant au désir de l'autre. Oui. Oui, mais à ce moment-là, c'est plus le même. Si c'est la demande de l'un correspond au désir de l'autre.
Et puis voilà. Et si tu as le désir de l'un, c'est la demande de l'autre, mais tu vas être toujours dans une dissymétrie. Tu as toujours la même dissymétrie du 2 au lieu du 1 par rapport au 1. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais. En fonction des plans. Des plans, c'est-à-dire si on regarde... C'est ce qui initie le mouvement, peut-être plutôt. Des plans, c'est-à-dire... C'est quand on le montre comme ça, on voit qu'il est 1 et qu'il est doux. Mais si on... non, tu peux pas. Non, là, au départ, voilà, je crois que je comprends ce que tu veux dire. Au départ, non, c'est vraiment pas terrible de le mettre au congélateur, hein, c'est encore pire. Ici, en fait, ce qu'on a figuré, c'est lorsqu'une demande se formule et on a repéré que bien qu'il y ait 2 tours, si on le regarde de ce côté-là, on voit qu'il n'y a qu'un tour. Donc, ce qui correspond à la demande va susciter quelque chose de l'ordre du désir. Et là, ce qu'on figure ici, c'est en fait qu'est-ce que serait l'enlacement de cette demande avec le désir. Mais c'est dissymétrique. C'est dissymétrique. Voilà, qu'est-ce que... Alors, bon, voilà, j'ai pas tellement de plus de choses à dire. Ah si, alors revenons sur cette formulation du début et de la fin de l'analyse, hein, qui est donc... l'analyse peut commencer dans une formulation qui serait donc « Je te demande d'accepter ce que je t'offre parce que c'est moi ». Et donc une demande et même à la limite, est-ce que c'est je te demande d'accepter ce que je t'offre? C'est je te demande d'accepter. C'est je te demande. Hein, ce que note bien Lacan, c'est que la demande, elle est intransitive. Hein, c'est-à-dire que c'est de la demande. Je te demande. Enfin, ça, c'est vu du côté de l'analyste, évidemment. L'analyste a de quoi percevoir que la demande de l'analysant est intransitive. Lui, il va offrir un symptôme, il va offrir de la demande d'amour, il va offrir quelque chose qui se veut transitif. Et de la place du désir de l'analyste, donc qui va se situer ici, depuis la place de l'analyste qui, comme nous le dit Lacan, se situe à la place du mort, comme la place du mort au bridge, est censé laisser son jeu ouvert sur la table. Et avec ce jeu ouvert, si l'analysant fait son parcours analytique, il est capable d'être satisfait de son insatisfaction, être satisfait de sa frustration, de sa place d'analysant. Je te demande de refuser ce que je t'offre, parce que maintenant je sais que c'est pas ça. Sois pas assez dupe, sois pas assez fasciné par ma demande pour l'accepter. Sois pas con. Reste en position d'analyste,
Et d'ailleurs, quand je suis capable de le formuler comme ça, j'ai peut-être même plus besoin d'aller voir un analyste. Puisque de toute façon, ce que je demande, si je veux être clair avec moi-même, eh bien, ou avec ma position de sujet plutôt que moi-même, avec ma position de sujet, c'est que c'est tout à fait logique que cette demande ne soit pas satisfaite. Parce que c'est pas ça. Mais entre là et là, bien sûr, c'est là où il y a toute la dimension de la frustration, hein, qui est au cœur du processus analytique. La frustration ou la castration? De la quoi? Non, là je dirais que c'est plutôt de l'ordre de ce que qu'est-ce que va ressentir l'analysant, c'est de la frustration. Alors bon, est-ce que c'est castration? Je sais pas, peut-être, mais c'est surtout le b.a.-ba de tout ce qui se passe tous les jours dans l'analyse, qui sont des moments de frustration qui se répètent. Et alors pour l'obsessionnel, ça se passe comment? Pour l'obsessionnel, ça se passe comment? C'est quand même compliqué. Je ne sais pas si je sais généraliser. Ce que je dirais, c'est que bien souvent l'obsessionnel va très mal supporter d'être dans cette position de demande. Surtout je dis ça parce qu'en fait, en tête, j'ai une phrase que j'ai lue dans Lacan il y a très longtemps qui me revient là. C'est que l'obsessionnel veut qu'on lui demande. Alors je me demande comment articuler cette phrase avec ce que tu viens de nous dire. L'obsessionnel veut qu'on lui demande. Je sais pas. C'est sa demande. Sa demande, c'est qu'on lui demande. C'est comme d'habitude, l'obsessionnel, c'est beaucoup plus compliqué. S'il veut qu'on lui demande, c'est bien qu'il a une demande. Oui. C'est une demande que la demande vienne de l'autre. Oui. C'est-à-dire que c'est un camouflage de son désir, en fait. Oui, oui. C'est que le désir est... il veut être objet du désir de l'autre. C'est une recherche d'être objet. Moi, j'aurais bien aimé que tu nous fasses tout de même la démonstration, parce que autant... Démonstration de quoi? De comment tu es arrivé à ton carré du désir, alors que tu as appelé après, tu as appelé le premier carré de la demande, enfin, il y a tout de même l'axe de la demande et l'axe du désir, mais on suit bien, enfin le premier que tu as fait, je suis très bien, effectivement, comment on aboutit à ça. Pour aboutir au deuxième, je ne sais pas. C'est très simple, c'est extrême, mais c'est très simple, c'est que justement ça passe par un tout petit peu d'abstraction, de dire oui, mais là vous voyez bien que j'ai un désir qui va correspondre à un trait vert simple, hein, avec une seule passe. Non mais ça c'est les axes, j'ai très bien compris. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un axe où tu fais une seule fois le parcours et l'autre axe tu fais une fois. Pour arriver à ton carré, celui-là, à celui-là. C'est simplement une présentation d'ici de ce qui se passe là. Regarde, je parcours. Non, mais ça. Non, tu fais une équivalence. Je peux faire le saut d'abstraction pour faire les deux. Mais dans la démonstration que tu nous as toi-même, j'étais étonné de ton étonnement de ce que tu tombes sur ce que tu avais montré, qui moi me semblait, enfin je dirais, tu disais en topologie, monstration, vos démonstrations. Je suivais
enfin, comment dire, même si c'était en tête, je suivais l'image de comment on aboutissait à ça, et ça me paraît, enfin, je n'ai pas été étonné que ça le donne, parce qu'effectivement, enfin, dans l'espace, je me représente tout à fait comment on passe de ça à ça. Il suffit de le faire en plus et ça marche. Mais alors, je ne comprends pas ta question. Quelle est ta question? Comment tu en arrives au carré fondamental? Le carré fondamental, en fait, simplement, c'est une abstraction pour rendre. C'est une abstraction du tore. On a bien vu, je vous ai montré tout à l'heure. C'est juste une abstraction supplémentaire, contrairement au premier. Ben c'est pareil. Non, c'est. Écoute-moi, une seconde. C'est simplement, on raisonne sur des tores découpés, de façon à ce qu'ils soient sur le tableau et non pas comme ça. Mais, bon, donc là c'est un tore découpé. Tu es d'accord ou pas? C'est un carré. Le carré, bien sûr. C'est un tore découpé. Bon, et bien sur ce tore découpé, il est enlacé ici. Il est enlacé sur le désir. Il est enlacé sur cet axe des X. Donc il a cette structure-là. Je comprends pas ta question. C'est simple. Prends les deux. Tu vas voir, c'est agréable de toucher. Prends les deux. Si tu veux, on peut découper. Celui-là, on peut refaire la même découpe et tu vas voir que ça va avoir cette forme-là. Non, mais même le mouvement. Ça me demande. Excusez-moi, j'ai ici. Mais sans rigoler. Ben, regarde. Je pense que si tu les fais tourner l'un par rapport à l'autre, tu vas voir qu'il y en a un qui fait un tour pendant que l'autre en fait deux. Tu vois bien que là il fait. Ah, d'accord. Enfin, c'est pas ça. Bon, bah alors je vais te montrer. Bon, bah il te faut ça. C'est-à-dire que tu as du mal à raisonner sur le carré. Autant tu as du mal à raisonner sur le carré. Facilement au carré du bas. Mais c'est le même. Dès l'instant où tu as. Dès l'instant. Une seconde. Ben non, il faut que tu comprennes avant. De pouvoir abstraire, c'est important aussi. C'est-à-dire que quand tu. Simplement, que dès l'instant où tu raisonnes sur un rectangle qui a cette structure-là, c'est équivalent à raisonner sur un tore. Voilà, point. C'est pareil. Non. Un cercle, ça n'a pas la même structure. Non. Un cercle, c'est un autre polygone fondamental. Mais si je peux me permettre, je ne suis pas sûre que tu parviennes à dessiner ça étant donné ce que tu viens de marquer là, parce que sur l'un des cercles, il me semble que tu as figuré la demande et sur l'autre, la demande aussi. Non. Tu les as fait pareil? Non. Ah, pardon. Mais non, justement, non. Regardez bien. Donc magie, effectivement, on va montrer à notre ami. Voilà, donc là, oh merde, c'est un peu grassouillet tout ça. Voilà. Alors. Voilà, oh putain, oui, mais ça se décolle, ça se défait ici, quoi. Ça, c'est un peu ennuyeux. On va essayer de colmater les brèches. Ça va faire penser ensemble. Quoi? Alors, et là maintenant. Bravo, merci. Maintenant. Donc si tu le coupes, enfin, j'essaie de voir par où tu dois le couper pour que ça donne ça. Peu importe, tu le coupes où tu veux, hein. Ça n'a pas d'importance. Je le coupe là. Voilà, maintenant je l'ouvre. Bon, je le recollerai après, hein, d'accord? Excusez-moi. Alors. Ce serait rigolo de demander à un charcutier de faire des saucissons. Je vais demander à il va dire ouais, le client a toujours raison, mais enfin il y a des limites. Alors, donc. Ça l'amuserait peut-être ce Jean-Jacques son quotidien. Sûrement. Il changerait peut-être de métier. Non, il va peut-être démarrer une analyse. Donc, là voilà, c'est en train de s'ouvrir. Voilà. Ok. Là, il faut que je raccorde l'autre morceau. Désolé. Hop. Hop.
peut-être avec du boudin blanc, du boudin Bon, blanc. alors jeune homme, regarde. Ok. D'accord. Un comme ça, un comme ça. D'accord? Tu vois la différence avec l'autre? Regarde. Regarde la différence. Mais alors, juste, j'aurais dû te poser la question avant qu'il ne découpe pas. Ah, je te le remets pas, non, non. Si tu me demandes de le refaire, c'est non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu nous as fait sur le joli cordio le trajet de la demande. Oui. Et alors, est-ce que tu pourrais ajouter le trajet du désir? Ou ici, là, sur celui-là? Non, sur un autre tort. Ah bah non, là tu l'as pas. C'est là on est. Non, bah tu peux pas le faire parce que ce sont pas les mêmes torts. Il y en a un qui a une structure de demande et l'autre qui a une structure de désir. Non, mais est-ce que tu. Alors j'ai peut-être pas compris ta question. Est-ce que c'est figurable sur un autre tort, le trajet du désir? Bah tu l'as là, le trajet du désir. C'est le tour du cercle. Oui, bah c'est ce que tu as là. Mais ce que je ne comprends pas, si c'est le tour du cercle central, pourquoi est-ce que c'est en biais? En biais bah, en biais, bah, tout simplement parce que ces points sont quadruples. C'est ça ta question? Si tu veux, pour moi, si ça faisait le tour du cercle central, le trait devrait être... C'est tout bête, c'est géométrie débile, hein, c'est qu'anthropologie on devrait penser comme ça, mais le trait devrait être droit. Mais non, regarde, d'ailleurs, tu vois, il commence ici en haut à gauche et il finit en bas à droite. Mais alors quand c'est fermé, il est où? Ça veut dire que... C'est en continuité, puisque ce sont des points quadruples. Ça et ça, c'est en continuité. Rappelle-toi. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est en biais dans le tort, que c'est en espèce de biais? Oui, bah oui, vous vous souvenez, je ne me demande pas de le refaire, mais il était en biais. Il faisait le tour du trou. Il faisait le tour. Ton trait orange, il n'est pas le même sur l'un et l'autre tort. En fait. Voilà, c'est ça. Ils sont différents. Ils sont différents. Non bah, tu m'as dit que oui. Mais non, écoute, ben non. Enfin, tu vois bien que. Le désir et la demande, ils sont enlacés, mais c'est pas l'un qui est équivalent à l'autre. Mais non, mais non, ben non, bien sûr que non, puisque là. Mais bien sûr que non, là, puisque là, ce qu'on a figuré, c'est le tort du désir, et là, c'est le tort de la demande. En fait, simplement, dans le tort de la demande, eh bien, on est capable de deviner qu'il y a un désir caché. Si on regarde ici, on s'aperçoit qu'il y a du désir dans la demande. Hein, c'est en deçà, l'en-deçà de la demande, c'est de l'ordre du désir. Justement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où se fait le travail de l'analyste. C'est que lui, il a affaire à ça, l'analyste. Et qu'est-ce qu'il repère? Et qu'est-ce qui l'aide l'analysant à repérer? C'est qu'il n'y a pas que cette demande, il y a aussi, il y a un désir qui est sous-jacent. Tu vois? C'est ça qui est intéressant, justement. Hein? Là, il va présenter. Disons que ça peut être le discours de l'analysant, mais qui donc se formule sous forme d'une demande, et tout le savoir-faire de l'analyste, c'est de laisser entendre que s'il y a de la demande, bah, c'est qu'il y a du désir. Et que le désir, il se présente comme ça, c'est-à-dire le tour du tout central, qui est un tour unique, et non pas double. D'accord ? Enfin là, on voit bien la différence entre les deux structures. Hein. Alors, est-ce que c'est la demande ou le désir qui est salissant? Mais c'est salissant. En fait, peut-être que la question c'est quand dans le tort que tu as dessiné avec la plat, non au-dessus, voilà. Quand on enlace les deux, et c'est là où la représentation devient difficile en fait. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Quand on enlace les deux, c'est comment on peut se représenter l'autre trait qui passe. Et c'est là où ça coince, parce que pour le représenter, il faudrait coller au voilà, il faudrait suivre, voilà. Mais c'est là où on ne peut plus se représenter les choses comme ça, qu'il faut passer voilà, exactement, c'est ça. Au niveau imaginaire, ça reste. Voilà, exactement. C'est tout à fait, c'est pourquoi on va, bon, mais ça demande
certain niveau d'abstraction, hein, de se dire « Ah oui, mais quand je raisonne là-dessus, c'est pareil que ça ». Ça demande un certain niveau d'abstraction, de se dire « Ah oui, j'avais donné des coups de ciseaux, donc ce qui était de part et d'autre de la lame, eh bien c'était en continuité avant. Ce qui est là, c'est en continuité avec ça. » Tu es obligé de faire ce raisonnement. À part ça, eh bien, tu sais que quand tu raisonnes là-dessus, tu raisonnes de la même façon, avec quand même la facilitation extraordinaire, c'est que là, tu n'as pas à te poser la question de savoir quelle est la distance de l'enlacement, etc. Tu raisonnes sur des carrés. Donc c'est vachement plus simple. Tu as effacé l'imaginaire de la représentation pour pouvoir travailler sur un truc symbolique voilà. Qui permet d'aborder les choses. Ça reste très imaginaire quand même. Hein. Oui, c'est des écritures là. Hein. C'est des écritures. Ce sont des écritures. Pour moi, c'est du patron, c'est exactement la même chose. Bah oui, mais un patron, c'est une écriture. Bah, le patron, s'il n'est pas à la bonne taille, tu n'arriveras jamais à le mettre sur la personne. Tu branches, tu fermes, tu ouvres. Enfin, oui. Pour moi, c'est pas de l'abstraction, ça. Non, mais l'abstraction, ce serait de l'écrire mathématiquement. Non, je dis abstraction. Non, mais je dis abstraction. T'as des gens qui ne sauront jamais travailler avec un patron. Hein. C'est vrai. Oui, c'est ce qu'on appelle les travailleurs indépendants, d'ailleurs. Mais le saut entre les deux représentations, c'est que dans la première, entre les deux, c'est qu'on a introduit des petites lettres et avec des conventions d'écriture, en fait. Et c'est ça qui permet de lire les choses. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, la géométrie, ça reste imaginaire. Et là, c'est plus de la géométrie. On a réussi à le présenter sous forme d'image, mais c'est pas qu'une image, justement, puisque cette particularité que la démonstration, votre démonstration, c'est que ce n'est pas seulement une image, c'est une présentation du réel. C'est pas pareil. C'est une simplification parce qu'on n'est pas assez malin pour raisonner là-dessus. C'est une autre présentation. Mais c'est pas que imaginaire. C'est ça qui est intéressant. Hein ? Ça dépasse l'œil. Voilà, ça dépasse l'œil, absolument. Ça dépasse l'œil. Mais vous verrez, quand on raisonnera aussi sur un plan projectif, eh ben on sera bien content de raisonner sur quelque chose qu'on peut voir. Alors que justement, le plan projectif, là à la limite, je suis capable avec de la pâte à modeler, de mettre ça en espace, de l'immerger. Je peux l'immerger dans notre espace, ça. Encore que on ne sait pas bien racoler l'orange sur l'orange de l'un avec l'orange de l'autre. Mais dès qu'on va être sur le plan projectif, on ne pourra même pas faire ça. Alors qu'en même temps, le plan projectif, ça rend compte c'est une façon dans la clinique psychanalytique de rendre compte de phénomènes, d'expériences humaines tout à fait fondamentales. Donc on sera bien content de pouvoir aussi raisonner comme ça. Avec des polygones fondamentaux. Hein. Puis on va peut-être arrêter là, il est 11h passées. Je vous dis juste ça, comme ça vous amusera, ça peut vous amuser à réfléchir. Regardez. Voilà. Ça, c'est un autre polygone fondamental. Eh ben, c'est un plan projectif. Oui, parce que ça, par contre, on ne peut pas le figurer comme ça. Attends. Non, j'ai même dit une connerie. C'est même pas un plan projectif, c'est une bouteille de Klein. C'est une bouteille de Klein. Ben oui, parce qu'il y a un trou. Il y a un trou au milieu. Ouais. Ça, c'est une bouteille de Klein. Eh ben, on peut faire tout le raisonnement. Parce que c'est une bouteille de Klein, c'est hyper chiant. Hein. C'est un objet de dimension 2, plongé en dimension 4. Donc on est emmerdé. Par contre, tout le raisonnement, on peut le faire là-dessus. Ça, c'est une bouteille de Klein. Donc l'idée, c'est d'abord de partir de la bouteille de Klein, de la découper comme il faut, ensuite d'arriver à trouver son polygone fondamental. Une fois qu'on a le polygone fondamental, on raisonne là-dessus.
Et on dit, bah, tout ce qu'on applique là-dessus, c'est le même raisonnement que sur une bouteille de Klein. D'accord ? Bon, ben voilà, moi je... Merci beaucoup. La prochaine fois. Alors oui, au fait, où est-ce qu'il est la prochaine fois ?